Salut pirates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop têtu, que vous allez comprendre cette semaine que votre conjoint n'est pas forcément têtu, mais que vous allez éventuellement pouvoir faire en sorte de convaincre, de changer en faisant changer les émotions. Et on va parler aujourd'hui justement de changer les émotions, on va parler de sociosexualité qui est une branche de la psychologie sociale, mais qui se rapproche beaucoup des neurosciences. C'est une science qui parle de l'engagement dans les relations, ça c'est important, à l'absence de liens affectifs ou d'implications émotionnelles. Donc ce qui va nous intéresser cette semaine, si mon conjoint est têtu, s'il n'y a pas d'émotion, il ne va pas pouvoir y avoir d'engagement. Donc finalement, cette sociosexualité va impliquer des comportements, des attitudes telles que la fréquence réelle, la fréquence réelle et préférée d'ailleurs des rapports sexuels, le nombre de partenaires souhaités, la présence des relations extra-conjugales, les attitudes envers les relations sexuelles sans engagement, la probabilité d'avoir des fantasmes sexuels sur des partenaires en dehors de la relation actuelle. Donc tout ça tombe bien parce qu'au moment de la crise existentielle de votre conjoint, tout ça se mélange à la fois dans la tête de votre conjoint mais aussi dans votre couple, et votre conjoint se met têtu parce qu'il se rend compte que finalement les rapports sexuels ne lui ont pas convenu, les attitudes non plus, les fantasmes non plus, et on va projeter ces fantasmes notamment vers l'extérieur du couple, ce que j'appelle vers l'attraction, mais l'attraction n'est jamais assez suffisante s'il n'y a pas une propulsion. La force motrice en physique, c'est l'attraction plus la propulsion. Donc l'attraction vers des fantasmes extérieurs, bon, on le connaît bien, mais on ne passera pas à l'acte si en plus s'il n'y a pas assez de propulsion. La force motrice n'est pas assez importante. Donc pendant la crise existentielle, effectivement, votre conjoint va être attiré par des fantasmes sexuels vers l'extérieur. Alors d'ailleurs, j'ai des tas d'exemples de coaching, de fantasmes déviants, bizarres pendant la crise existentielle, qui ont fait que finalement, le couple entre le pansement et le criseux a fini par exploser parce que les fantasmes étaient trop forts par rapport à une réalité. C'est souvent des trucs de domination, des choses comme ça. Donc cette sociosexualité qui a été étudiée évidemment pendant des années, implique la construction entre finalement le sexe, l'amour et les relations. Donc votre conjoint a un pansement et il croit au début effectivement parce qu'il y a beaucoup de sexe et alors il n'y a pas beaucoup de relations généralement avec un pansement, alors pour vous c'est toujours trop, mais on se voit finalement pas si souvent que ça avec son pansement. Et une étude de 2015 nous montrait, c'était Netto qui avait fait ça, nous montrait que sur 500 participants, 58% d'hommes et 42% des femmes, alors là on avait pris des personnes âgées de 18 à 80 ans, donc quelque chose de très large finalement, pour étudier les relations amoureuses et l'inadaptation psychologique. Donc pendant la crise existentielle, on est inadapté psychologiquement notamment, puisqu'on n'a pas le préfrontal qui est bien connecté. Donc finalement, on donnait l'inventaire des orientations sexuelles possibles aux participants et ils mesuraient finalement cette fameuse sociosexualité, c'est-à-dire une échelle d'attitude amoureuse pour finalement pouvoir étudier leur style d'amour, l'échelle de leur satisfaction de la vie amoureuse, l'échelle d'amour compatissant pour le partenaire, l'engagement, la solitude romantique, l'aspect négatif, etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a conclu de cette étude sur la sociosexualité? C'est que finalement, cette sociosexualité était significativement, positivement corrélée finalement avec des personnes qui avaient de nombreux partenaires et qui aimaient le sexe. Finalement, et la solitude romantique et l'affect négatif étaient aussi liés. Donc finalement, quand vous choisissez un partenaire, il faudra faire très attention, ou il aurait fallu faire très attention, que vous êtes tous les deux soit à fond dans la sexualité, c'est-à-dire plutôt dans quelque chose dont on aime le sexe finalement, ou finalement qu'on préfère la solitude romantique, sinon les deux vont avoir un impact négatif.
Donc cette notion d'éros, hein, la concentration exclusive sur un partenaire, l'engagement, la force de l'engagement sur un partenaire qu'on appelle la manie, hein, ça s'appelle comme ça en sociosexuologie, l'agape, hein, l'agapé, un amour désintéressé, soucieux du bien-être d'un partenaire, tout ça, cette satisfaction amoureuse, cet amour compatissant, cet engagement, va être lié finalement à un comportement qui est lié souvent d'ailleurs à l'enfance. Donc cette pardon, cette sociosexualité nous montre que finalement, au moment de la crise existentielle, hein, au moment de la phase 3 du couple, au moment de la dissentation, si pendant la phase 2, on n'a pas travaillé du tout là-dessus, eh bien on va croire effectivement que les problèmes viennent aussi d'un fait de sexualité. Alors, ça arrive assez fréquemment que le conjoint en crise reproche la sexualité à son conjoint, trop de sexualité ou pas assez de sexualité d'ailleurs. Hein. Les hommes, c'est rare qu'ils disent qu'il y avait trop de sexualité avec leur femme, même si ça arrive, c'est plutôt l'inverse. Donc finalement, au moment de la crise existentielle, on va reprocher ce genre de choses. Bien. Donc une étude de 92 nous a aussi démontré que ceux qui ne sont pas limités dans leur sociosexualité, c'est-à-dire qui sont ouverts à la sexualité, on va le dire comme ça, accordent une plus grande importance aux attributs d'attractivité et de visibilité sociale. Donc plus votre partenaire aime le sexe, entre guillemets, plus il va chercher un pansement qui donne de l'attraction. Hein, alors si c'est une femme, ça va être un homme plus riche par exemple, si c'est un homme, c'est plutôt un petit chou hein, qui a 15 ans de moins, c'est pour cette attractivité. Donc si vous n'avez pas donné pendant la phase 2 de votre couple suffisamment de sexe, d'attraction par rapport au sexe, de plaisir par rapport à ça, au moment de la crise existentielle, on va être attiré fortement par quelqu'un très symbolique, hein, plus qu'un homme de pouvoir pour les femmes, plus un petit chou plus jeune pour les hommes. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est bien, j'en sais rien, c'est pas moi qui ai décidé, je ne suis pas maître de la nature. C'est en tout cas ce que l'on observe en sociosexualité, mais aussi sur le terrain. Donc finalement, des personnes qui sont plutôt restreintes dans le sexe accordent une importance plus grande aux qualités personnelles, aux qualités parentales, etc. Donc si j'aime beaucoup le sexe, je vais plutôt chercher un pansement visible et si je suis plutôt limité par rapport à là-dedans, on appelle ça restreint en sociosexualité, je vais y arriver, on va chercher quelqu'un de plutôt de gentil. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors gentil, vous savez que j'ai horreur de ça, hein, la gentillesse c'est quelque chose que l'on demande aux enfants pour ne pas être embêtés, donc si vous voulez être gentil avec votre époux, avec votre épouse, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc qu'est-ce qui est important, c'est que vous ayez d'abord un capital attractif pour votre conjoint, hein, donc capital jeunesse, capital pouvoir, capital reconnaissance, etc. Et aussi ce côté compatissant, agréable et relationnel et un bon papa ou un bon maman. D'ailleurs, les personnes qui recherchent un pansement qui est attractif, on va dire mais tu es un bon papa ou tu es un bon maman à son conjoint. Hein, ça veut dire que tu n'es pas attractif. Ou quelqu'un qui est très attractif, on va chercher un peu le bad boy par exemple ou la bimbo. Ça veut dire, et on va, si vous êtes plutôt bimbo ou plutôt bad boy, eh bien, au moment de la crise existentielle, on va aller chercher plutôt la personne qui va être plus parentale, plus compréhensive, etc. Donc, vous voyez qu'au moment de la crise, on va chercher l'inverse. Donc, les résultats de nos recherches en neurosciences, notamment, montrent que les participants préfèrent des partenaires gentils, affectueux, responsables, loyaux et fidèles lorsqu'ils n'aiment pas trop le sexe, hein, lorsqu'ils sont restreints par rapport au sexe. Et les chercheurs ont également examiné la sociosexualité concernant l'infidélité au moment de la crise existentielle. Infidélité et comportement amoureux. On a fait une étude sur 550 étudiants de premier cycle avec 169 hommes et 373 femmes. Donc là, c'était aux États-Unis, évidemment, hein, parce qu'on fait beaucoup plus d'études aux États-Unis qu'en Europe. Et bien finalement, on s'est aperçu que la relation entre la sociosexualité et les comportements liés aux relations était assez marquante. Il est démontré que ceux qui n'étaient pas restreints, donc ceux qui avaient des envies de sexe importants, étaient plus susceptibles de passer du temps avec quelqu'un qu'ils rencontraient sur des réseaux sociaux, par exemple, alors qu'ils étaient déjà dans une relation amoureuse exclusive et ils avaient également de plus grandes intentions de s'engager dans l'infidélité. Donc plus votre partenaire aime le sexe, plus il va aller chercher des infidélités
visible, attractive, et plus il va en avoir tendance à... Donc si vous avez un partenaire qui aime beaucoup le sexe et que vous ne lui donnez pas ce qu'il avait besoin à cet homme ou à cette femme, eh bien vous avez plus de risques d'aller chercher de l'infidélité. Donc toutes ces études sur la sociosexualité nous aident beaucoup. Il y a autre chose qui est important sur les comportements de rencontre avec pansement. La recherche, alors là c'était plutôt neurosciences aussi, nous démontre que ceux qui utilisent des applications mobiles ou aujourd'hui plus généralement d'ailleurs des réseaux sociaux, on peut avoir des contacts avec Instagram, avec Facebook ou avec d'autres choses. Donc là, on voit aussi que les personnes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux finalement ont tendance à être moins limitées dans leur sociosexualité. De plus en plus, une personne est libre, plus elle est libre dans sa phase 3 du couple, puisqu'elle a besoin de liberté dans sa phase 3 du couple, plus elle est susceptible de rechercher un partenaire sexuel occasionnel ou à draguer des inconnus sur les réseaux sociaux. Donc finalement, même des études sur des applications un peu dépassées, comme Tinder aujourd'hui, qui sont moins à la mode aujourd'hui, montrent que oui, si vous arrivez vous n'étiez pas intéressé à tout ça, vous pensez que Tinder est quelque chose de très à la mode. En fait, on s'est aperçu que Tinder était un réseau pour oublier son partenaire précédent. Il a beaucoup moins d'intérêt pour les personnes qui veulent vraiment se mettre en couple. Voilà, on a compris que c'était juste pour oublier. C'est pour ça que peut-être votre conjoint s'est inscrit sur une application mobile comme ça. Donc finalement, plus des personnes vont aller sur des réseaux sociaux, vont être collées à leur téléphone, plus elles vont avoir tendance à avoir des relations sexuelles occasionnelles. Donc tout ça c'est lié, donc effectivement besoin de beaucoup de sexe égale plus d'infidélité, beaucoup de temps passé sur les réseaux sociaux égale plus de risque d'infidélité, donc tout ça, ça peut vous donner des idées, comme un enfant qui passerait beaucoup de temps sur les jeux vidéo aurait plus tendance effectivement à devenir accro et faire des bêtises. Donc finalement, connaître la sociosexualité de son partenaire est important, ça va changer le comportement des relations, et vous savez que si vous ne pouvez pas donner suffisamment de sexe, par exemple, à votre conjoint, vous avez des risques, effectivement, d'infidélité et de tromperie. Donc, il semble que les individus qui sont restreints sexuellement, qui n'ont pas de gros besoins sexuels, s'impliquent plus facilement dans des relations à long terme et sont beaucoup plus fidèles, puisque lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, lorsque les personnes qui aiment beaucoup le sexe n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, à ce moment-là, vont aller chercher de l'émotion ailleurs, tandis que les individus qui ne sont pas trop restreints finalement, qui sont non restreints, on va dire, qui aiment beaucoup le sexe, ont tendance à s'impliquer dans des relations à court terme définies par moins d'engagement et des liens affectifs plus faibles. Donc c'est ces personnes-là qui peuvent avoir plus de pansements finalement. Et vous me dites souvent que pour certaines personnes, il y a pansement 1, pansement 2, pansement 3. Ça veut dire qu'à la fin de pansement 1, vous n'aviez pas assez bossé, vous n'aviez pas compris comment fonctionne le couple, vous n'avez pas compris ce que c'était la sociosexualité, dont votre conjoint est reparti sur une relation courte avec quelqu'un d'autre pour combler ses besoins émotionnels et sexuels, bien sûr. Donc finalement, les personnes qui ne sont pas limitées sexuellement ont tendance à avoir plus de besoins d'aller voir à l'extérieur. Donc à vous de bien comprendre ça. Si votre conjoint a besoin de beaucoup de sexe et n'est pas restreint, comme on dit, en sociosexualité, vous avez intérêt à demander ce dont il a besoin. Voilà. Et puis il y a des personnes qui sont restreintes au niveau sexuellement, et si vous mettez trop de pression par rapport à ça, eh bien vous n'aurez pas ce que vous voulez non plus. Donc on ne peut pas tout avoir. Et les personnes qui sont restreintes sexuellement sont des meilleurs parents généralement et aiment plus des relations à long terme. Voilà. Donc ça, c'était un point pour vous dire que toutes les histoires se ressemblent à peu près. Quelqu'un qui est non restreint en sexe et qui n'a pas beaucoup de sexe va avoir tendance au moment de la crise existentielle de vouloir être libre, c'est-à-dire de vouloir partager beaucoup d'aventures avec d'autres personnes ou une seule personne. C'est ça la liberté. Et les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de sexe auront moins au moment de la crise, auront moins besoin de trouver un pansement pour combler ce qu'ils n'ont pas eu dans leur couple. Voilà. Finalement,
Tout s'explique. Allez, on va faire un petit tour du côté des commentaires YouTube, voir ce que vous nous avez écrit. Là, je sais que vous adorez ce moment où je parle de vous. Et vous savez que sur Telegram, notre application, tous les jours, je vous lis des commentaires et j'y réponds. La formation de cette semaine, comment gérer son conjoint quand il est devenu têtu, vous le trouvez en descriptif de cette vidéo aussi. Vous trouverez le lien pour aller sur Facebook et pour aller sur Telegram. En attendant, je vais vous lire quelques commentaires que vous avez mis et je vais y répondre. Et ça, je sais que vous adorez ce moment-là. Alors, on est parti. Alors, je tire les commentaires au sort d'une façon tout à fait très traditionnelle. Au moment où je tourne la vidéo, je prends la dernière commentaire qui est sorti. Bonjour à tous les pirates, dit Crossfinger le kiff, et au capitaine. En effet, la crise n'est... Alors, plus vous allez effectivement, Crossfinger il ressort souvent parce qu'il écrit souvent. Donc, plus vous écrivez souvent, plus vous avez de chances que je tombe dessus au moment où je fais la vidéo. Donc, bonjour à tous les pirates et au capitaine. En effet, la crise n'est fait que d'adaptation, de changement de paradigme à chaque instant. Donc, changement de paradigme, c'est la formation de la semaine dernière, vous l'avez kiffé. Et de changement de paradigme à chaque instant ou chaque interaction, cela peut changer. Ce n'est pas toujours forcément agréable, mais au moins c'est formateur. Bonne journée à tous. Oui, c'est l'école de la vie. La crise, c'est l'école de la vie. Tout ce qui est dur passe par des crises. Sortir des otages dans une crise, c'est dur, mais ça forme. Voilà. Tout la Révolution française, c'est fait par des crises. Voilà. Tout se passe par des crises, donc si on sait les gérer, c'est mieux. Brave Earth. Bonjour la team, cette vidéo tombe à pic. Criseuse prend possession de son logement dans 15 jours. Visite et aménagement avec elle au programme. Alors ça, c'est très bien. Si votre conjoint, vous essayez de faire en sorte, en mettant le moins de propulsion possible, que votre conjoint quitte le domicile. Si votre conjoint, si vous avez fait trop d'interdits, que votre conjoint temporairement veut quitter le domicile, vous l'accompagnez, vous l'aidez à déménager, vous prenez votre place là-bas. C'est pas papa et maman, c'est un appartement provisoire dans votre tête. Évidemment, beaucoup de pirates qui sont revenus ensemble sont passés par cette phase où on a pris un appartement. Alors ça fait dépenser de l'argent, c'est comme ça, c'est le crédit existentiel, ça coûte cher, c'est pas rationnel, mais on n'y peut rien. Positivité, légèreté au programme, que la force soit avec vous, dit Brave Earth. Cette voie est la bonne, elle nous rend plus forts et la vie s'en trouve améliorée. Oui, donc avec les formations que vous faites, effectivement, les premiers bénéficiaires, c'est vous, parce que vous êtes mieux dans votre vie. Et ensuite, effectivement, vous multipliez les chances de revenir ensemble. Donc, c'est gagnant-gagnant. Si votre criseuse ou criseux ne veut plus en faire partie, tant pis pour elle ou pour lui. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'à la fin, au moment de la phase d'épuisement, vous avez tellement progressé que votre conjoint vous colle et a envie de vous. Mais bon, ça passe par un travail sur soi, mais agréable. Grinta Jones, courage les pirates amis et mon excellent capitaine. Premier pas dans l'appartement de criseuse, négo garde alternée, Grinta à tous, 2-2-3. La garde alternée 2-2-3 est quelque chose que je conseille parce que c'est celle qui marche le mieux pour les enfants. 2 jours chez papa, 2 jours chez maman et un week-end sur 2. Donc ça veut dire qu'on voit ses enfants pratiquement tous les jours, soit le matin, soit le soir, soit les deux, et que l'on a beaucoup d'interactions du coup avec son conjoint, ce qui permet de montrer qu'on a changé, de passer des bons moments ensemble. C'est la meilleure façon. Alors finalement, les juges étant parfois un peu binaire, c'est une semaine sur l'un ou une semaine sur l'autre, ou parce que les parents ne peuvent pas se voir. Quand on fait du 2-2-3, ça aide beaucoup à se remettre ensemble, puisqu'on se voit souvent et que l'on peut passer des bons moments ensemble. Allez, on en fait un dernier. Bob le kiff. Bonjour la team des pirates et mon capitaine, bon jeudi à tous. Bon, petit pas par petit pas, oui, la méthode des petits pas est la méthode qui fonctionne le mieux pour récupérer son conjoint. Vous avez une formation là-dedans. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon, je dirais même un trail, avec des montées et des descentes. Grinta la patate, dit Bob le kiff. Allez, on fait Tony Truant, c'est elle qui entame la procédure de divorce, elle se comporte comme si c'était l'inverse, elle est vraiment toc-toc, mes amitiés. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, il n'y a rien de rationnel dans une crise existentielle, ça vous l'avez compris. Coucou les pirates, dit Sato, ma criseuse est partie depuis 5 mois en silence radio, difficile avec la communication, comment faire? Vous avez sûrement fait beaucoup d'interdits. Chaque fois que vous avez un contact avec elle, elle me contacte juste pour la vente de la maison, il n'y a que le fric qui l'intéresse car elle est étranglée au niveau financier. Oui, vous êtes dans un truc tout à fait traditionnel. Bon, là, vous n'êtes pas bien, Sato, parce que je suppose que vous n'avez encore fait aucune formation et vous ne savez pas comment gérer la situation. Mais voilà, si vous avez fait trop d'interdits, trop de propulsion, la personne a du mal à vous parler. Et si vous ne savez pas gérer quand elle vous appelle et qu'elle vous met la pression, évidemment, ça ne pourra pas avancer. Bon jeudi, les pirates, courage à tous et force. Merci Sato, et on vous souhaite aussi de vous mettre au travail parce que rien n'est jamais
perdu quand on fait ce qu'il faut, hein. Il y a des revirements de situation possibles, tout à fait extraordinaires. Je vous souhaite le jeudi que vous méritez. On se retrouve demain à 7 h pour une vidéo et demain à 19 h, hein, pour le live de la semaine où vous vous régalez. 19 h pour le live de la semaine. Passez la journée que vous méritez.